construction, les projets bousculent l'existant et amènent du changement. Or, ce sont les hommes, les femmes, les leaders et les équipes projets qui portent ce changement. C'est donc leur capacité à le faire en maîtrise qui va déterminer le succès, la réussite d'un projet. J'aimerais bien que l'aspect humain des projets soit systématiquement inscrit dans les réflexes du top management. Aujourd'hui, on en est encore loin. Bon, c'est vrai que les entreprises n'hésitent pas à investir pour détecter et former leur potentiel et leurs dirigeants. Mais elles investissent insuffisamment sur les chefs de projet et les équipes projet. Or, ce sont eux qui portent sur le plan opérationnel la réussite des projets et qui prennent tout le stress induit. Commençons déjà par traiter l'affectation du chef de projet. Comme l'a proposé Fadi El Gemayel dans son propos sur l'organisation des projets, il est essentiel que cette affectation se fasse de façon tout à fait explicite. Mais en amont, il est nécessaire de faire une évaluation la plus objective et précise possible des capacités du chef de projet, que ce soit sur les axes de la maîtrise des méthodes projet, sur l'axe des compétences managériales ou des capacités politiques. Et en parallèle, de faire une évaluation circonstancielle des besoins liés au projet lui-même, qui peuvent être une complexité politique, qui peuvent être un besoin d'innovation ou encore un contexte socio-organisationnel tendu, et de rapprocher les deux, de constater l'écart et de voir comment on va traiter cet écart. C'est un travail qui doit être fait en coopération avec le chef de projet et son manager, et dans un esprit de développement et de progrès. Si la marche est vraiment trop haute pour le chef de projet, est-ce que c'est lui rendre service que de l'envoyer avec un risque important d'échec et donc de souffrance? Sur les 10 années d'expérience de déploiement de ces évaluations de capacité que nous avons, tous les chefs de projet auxquels cette évaluation a été proposée l'ont acceptée. Et tous nous ont dit qu'à la fin de cette évaluation, ils en ressortaient avec une vision claire de leurs capacités et un plan de progrès construit et validé par leur hiérarchie. Dans les rares cas où la marche a été jugée trop haute et donc le risque trop important, les chefs de projet et leurs managers ont en fait été assez soulagés que nous puissions objectiver une intuition qu'ils avaient déjà. Ça dépend des écarts à combler. Le plan peut comporter des formations techniques spécifiques. Il peut également comporter du tutorat pour acquérir les réflexes propres à la maison, ou bien du coaching pour développer des savoir-être très précis. Oui, bien sûr, pour des chefs de projet. Un exemple illustrera mieux qu'une longue explication. Nous avons coaché un chef de projet excellent sur le plan technique, mais dont le relationnel abrasif l'envoyait en conflit systématiquement avec ses parties prenantes. Nous l'avons accompagné pendant 6 mois, à raison de 8 séances de 2 heures, et avec un travail en intelligence émotionnelle. Il a pris conscience de ce qui déclenchait son agressivité et il a appris à la transformer en une expression de besoin, de ses besoins, dans le respect de lui-même et de ses interlocuteurs. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus rentable pour lui et pour l'entreprise? Ce coaching ou bien compensé par un consultant à plein temps? L'exemple donné doit s'intégrer dans une vision plus large en termes de filière de compétences pour les porteurs de projets, du chef de projet au pilote stratégique, en passant par les directeurs de projet ou les directeurs de programme. Dans de véritables parcours professionnels avec une réelle valorisation du passage par les projets.
Commençons par définir ce qu'est une équipe performante. Notre expérience et nos travaux de recherche nous ont montré qu'une équipe performante, c'est une équipe qui est alignée sur la vision stratégique. C'est une équipe qui sait coopérer, qui sait se répartir et respecter les différentes formes de leadership, qui sait prendre du recul, apprendre, identifier et gérer son stress. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses à intégrer en peu de temps et dans des contextes stressants. Donc la réponse à votre question, c'est oui, si le chef de projet est un très bon chef de projet, qu'il a les compétences managériales qui vont bien et qu'on lui laisse tout le temps dont il a besoin pour faire monter en puissance son équipe projet, il en fera une équipe projet performante. Mais du temps, c'est ce qui manque au chef de projet au démarrage des projets. Une équipe doit se former comme une escadrille de pilotes avant de partir en mission et vérifier tout au long de la trajectoire qu'elle est bien alignée. Il y a des outils spécifiques déployés par nos coachs pour permettre à une équipe d'avoir une vision claire de ses modes de fonctionnement et de préférence au démarrage du projet. Puis des outils pour former et souder une équipe. Et une fois le projet lancé, nous accompagnons, nous revoyons régulièrement ces équipes pour leur donner l'occasion de prendre du recul, de réexaminer et réévaluer leur mode de fonctionnement et de rectifier le tir si besoin. Vous avez une vision un peu années 80 des team building. Les outils et méthodes que nous utilisons sont concrets, éclairants et très efficaces. Je pense par exemple à la ProcessCom qui a été financée et déployée par la NASA pour constituer les équipes susceptibles de partir en orbite ou de travailler au sol et de pouvoir continuer à communiquer de façon fluide dans des conditions de stress extrêmes. Mais je pourrais aussi vous parler du team management system ou bien de l'analyse transactionnelle ou de mise en situation avec des prises de recul et évaluation d'équipe. Les séances de travail, que ce soit du team building ou du coaching dans la durée, doivent dans tous les cas permettre à l'équipe de développer une compétence collective précise et mesurable. Et en fait, les équipes projets se prennent en main, ce sont elles qui définissent les objectifs à atteindre, et les coachs, les consultants, les méthodes et les outils sont à leur service, à leur disposition pour qu'ils atteignent ces objectifs. Vous avez raison de revenir à l'aspect énergétique en général et financier en particulier. Il faut bien se rendre compte qu'une collection d'individus, si brillants soient-ils, est autant une équipe au démarrage qu'une collection de belles pierres est une maison. Au-delà de l'envie de travailler ensemble, qui est in fine une question managériale, une équipe a besoin d'apprendre à travailler ensemble. Si on investit, elle va y arriver en un minimum de temps, un minimum d'efforts, et elle va devenir performante, résiliente, évolutive, sans souffrance. L'investissement se compte en quelques dizaines de milliers d'euros maximum. Combien coûte la contre-performance d'une équipe ? Par exemple, le dérapage d'un projet sur un mois. Les managers ont tout intérêt à reconnaître que les chefs de projet et dans la foulée les directeurs de projet, les directeurs de programme sont des ressources critiques pour la réussite d'un projet. Une équipe se forme et travailler ensemble de manière efficace n'a rien d'inné ou d'évident. Il est donc fondamental d'investir sur l'axe homme, tout comme on investit sur l'axe organisation et engagement. Et cet investissement est de loin le plus rentable. Vous avez raison, savoir se positionner et positionner son projet, c'est une compétence fondamentale. Mais je vais laisser Robert Coutura et Fadi El Gemayel vous en dire plus lors de leur prochaine interview.